Entre nous. Entre nous, Le podcast pour parler de sexualité. Par où? Avec vous. pour vous. Bienvenue dans le 77e épisode du podcast Entre nous, le podcast du Lowell Center, un centre basé à Bruxelles dont l'intention est d'aider tout un chacun, l'individu et la société, sur les thématiques intimité, relations et sexualité. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'inviter Madeleine au micro. Bonjour Madeleine. Bonjour Olivier. Comment vas-tu? Écoute, ça va bien. On se réveille doucement. Alors aujourd'hui, on va parler d'un super sujet, je crois, qui concerne tous les humains depuis qu'on est bébé, la calinothérapie. Tout à fait. Avant de rentrer dans le sujet, est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, tout à fait. Alors, je m'appelle Madeleine, je suis calinothérapeute et je reçois à Bruxelles dans mon cabinet et je me déplace également en institution pour les personnes en situation de handicap. Juste indicativement, tu fais ça depuis combien de temps? Qu'est-ce qui t'a passionné? Alors, j'ai commencé en 2020, entre les confinements. Je me suis formée en ligne principalement au début pendant le Covid et entre les confinements, quand on pouvait commencer à revoir des gens, mais qu'on était masqués, désinfectés, j'ai commencé à travailler. Et voilà, je travaille non-stop depuis cette période-là. Comme quoi, hein, cette transformation de société en 2021, ça a apporté beaucoup de belles choses. Merci. Et alors, on a l'habitude et le rituel de présenter, avant de commencer d'aborder un sujet, notre intention respective. Pourquoi on fait ce podcast? Ok, Est-ce que tu veux commencer ou je commence? je peux y aller. Alors, mon intention du jour, ça va être de sensibiliser les gens au contact tactile et aux besoins du contact tactile et d'amener une proposition de solution, quelque chose qui soit vraiment actionnable, qu'on puisse essayer de mettre en place, qu'on puisse tester. Voilà. Et pour ma part, mon intention, c'est de te donner la parole en tant que professionnel passionné, qui est quand même connu à Bruxelles, mais Merci. peut-être, j'espère de plus en plus, hein, selon tes désirs, et de t'offrir un espace de parole libre, c'est-à-dire l'espace il t'appartient. C'est un moment de papote qu'on offre à tout le monde, où tu es la chef d'orchestre un peu d'un moment, parce que je sais qu'il y a déjà eu, si on tape calinothérapie sur Internet, on trouve déjà pas mal d'informations, des articles, des vidéos. L'idée, c'est pas de répéter pour la énième fois des choses que tu as déjà dites, par exemple. Et tu m'as parlé, entre autres, d'une vidéo qui est bien faite, qu'on peut peut-être relayer aussi. Oui, je trouve qu'une vidéo qui traduit bien l'ambiance de ce qui pourrait se passer en séance, c'est une vidéo qui a été réalisée par le programme Views de la RTBF, qui a pas mal tourné sur les réseaux sociaux. Elle est vraiment chouette, elle donne une bonne image de ce qui se passe en séance. Merci. Je t'en prie. Et pour les gens qui découvrent, c'est quoi un peu le b.a.-ba pour comprendre ce que c'est et ce que ce n'est pas d'ailleurs, et comment ça se distingue peut-être de pratiques qui semblent similaires mais qui ne le sont pas du tout en fait. Et ensuite aussi, qu'est-ce que tu aimerais que les gens sachent à propos de ton métier ou de ta profession, du service que tu fais? Alors, la calinothérapie, c'est une pratique qui est purement platonique et qui permet d'amener une réponse aux besoins de contact tactile dans un cadre qui est vraiment sécurisé. Donc, les gens viennent en séance. Moi, je fais une différence entre les séances de calinothérapie et les ateliers. Il y a parfois des ateliers collectifs que j'appelle les ateliers consentement et câlin. J'en donne l'un ou l'autre chaque année. Et le but en séance de calinothérapie, c'est vraiment d'apporter une réponse personnalisée qui va au rythme et en fonction des besoins de la personne qui vient en séance pour les détendre et leur permettre d'accéder à une solution qui répond à leurs besoins de contact tactile. Comme c'est un moment qu'on s'offre à tous les deux finalement, plaisir moi en tant que sexologue de t'interviewer et vice-versa. C'est peut-être inhabituel dans nos podcasts, mais tu peux me questionner aussi de point de vue de sexologue ou que sais-je. Ça peut être une interaction comme si on buvait un verre sur une terrasse avec plein d'auditeurs autour de nous. Et des micros devant nous. Et des micros devant nous, effectivement. Oui, super, très bien. On va faire ça parce que, en effet, j'ai des questions pour toi également. Génial. Moi, en tant que sexologue, par exemple, je me fais la réflexion. La rencontre de deux corps, c'est quand même pas si évident que ça. On a l'impression, on pourrait dire, quand on parle de sexualité, on va déjà nettement plus loin. Mais avant tout, c'est déjà deux corps qui vont se rencontrer. On croit que c'est évident, facile, inné, banal. Enfin, finalement, depuis qu'on est bébé, on est touché. Mais ça me paraît pas si évident que ça, en fait. Quand on s'arrête un instant, un peu comme le sexe, on ralentit pour vraiment voir ce qui s'y passe. La calinothérapie ouvre tout un champ de conscience, je dirais, qui est parfois un peu peut-être passé en vitesse. On ne s'arrête pas nécessairement juste en disant si c'était que le contact, qu'est-ce qu'on ferait, comment on le ferait. Je ne sais pas ce que ça t'inspire comme réflexion. Ça m'inspire que c'est loin de l'être, ce côté inné et évident, justement. Et que pour ceux d'entre nous qui ont la chance d'avoir régulièrement eu du contact tactile dans leur vie,
il faut comprendre que par rapport à d'autres personnes dans notre société, c'est un privilège, c'est vraiment une chance, qu'on est loin d'être égaux à ce niveau-là. Il y a des gens qui ont des parcours de vie beaucoup plus difficiles, beaucoup plus chaotiques, et pour lesquels le contact tactile n'a pas du tout été quelque chose qui a été prédominant dans l'éducation. Donc, on pense aux enfants, par exemple, qui sont souvent touchés, choyés et autres. Le nombre de personnes qui viennent me voir en séance et qui me disent « Mais vous savez, moi, mes parents m'ont jamais pris dans leurs bras. » Et c'est quelque chose qui est récurrent, qu'on me dit régulièrement, alors que ça correspond pas à l'imaginaire collectif qu'on va avoir d'un enfant qui est quand même aimé, a priori, parce que c'est quand même souvent le cas des gens qui viennent me voir. Leurs parents les aimaient, mais n'étaient pas des gens qui s'exprimaient de cette façon-là. Donc on n'est pas égaux face au contact tactile qu'on a reçu. Et puis il y a une autre vérité, c'est que une fois qu'on grandit, ce contact tactile avec nos parents, il diminue de plus en plus. Dès l'adolescence, il y a presque plus de contact tactile, si ce n'est la bise ou peut-être une main sur l'épaule, mais ça devient tout de suite beaucoup plus distancié, alors que ce besoin tactile, il reste là. Alors l'adolescence, c'est une période très spécifique et avec ses propres challenges et ses propres besoins, mais notre besoin, il disparaît pas pour autant. Cependant, on n'a souvent pas de solution. J'ai l'impression effectivement, comme tu dis, le bébé, enfant, pré-ado, limite on a davantage de nutriments tactiles et que plus on devient adulte et plus les gens, dépendant de leur contexte et de leur habilité, sont presque en carence en fait. Alors oui, mais vraiment ce qui est important, c'est de se dire que même enfant, on n'est pas égaux. Ouais. Qu'il y en a qui sont beaucoup plus lésés que d'autres. Et c'est important d'avoir ça en tête. Ça me fait penser, tu sais, je fais de l'EVRAS, je travaille sur les thématiques vie relationnelle, affective et sexuelle à l'école. Souvent, on parle aussi de comment on se sent aimé, comment on exprime de l'amour, et je parle entre autres du livre Les 5 langages de l'amour, qui est très connu, et dont évidemment, il y a les moments de qualité, ainsi de suite, mais aussi le toucher, en fait. Le toucher fait partie, évidemment, comment on se sent aimé, il n'y a pas de formule magique, il y a des millions de solutions et d'expressions de l'amour, mais il y a quand même 5 tendances qui sont relevées dans ce livre, qui sont vraiment pertinentes, qui nous relient humainement. C'est quand même un des 5 piliers, c'est le toucher, quoi. Et c'est quand même pas anodin. Non, et c'est un pilier qui est souvent négligé. Donc c'est important de se rendre compte et de continuer à sensibiliser à cette importance-là qui est cruciale pour notre bien-être. On considère que les êtres humains, en anglais ils disent « are wired for touch and social connection ». Donc comme si on était câblés pour la connexion humaine et le contact tactile. Qu'on a ce besoin vraiment, comme si c'était un besoin physiologique. Enfin, c'est pas comme si, c'est un besoin physiologique qui a des conséquences. Et c'est quelque chose dont on est encore trop souvent pas très au courant, ou qu'on sous-estime énormément. Et ça, c'est un de mes combats, c'est d'essayer d'en parler au maximum pour que les gens puissent savoir à quel point c'est important, pourquoi est-ce qu'il faut essayer de l'honorer, et ce qu'on peut essayer de mettre en place pour pouvoir corriger et apporter une réponse satisfaisante à ce besoin. Tu parlais justement de l'âge de la personne et son histoire unique. Me vient à l'esprit aussi en EVRAS, j'ai observé plusieurs fois ce semestre-ci, mais c'était flagrant. Vraiment, je travaillais avec des 14-15 ans et je voyais les garçons, majoritairement dans plusieurs classes. En fait, les garçons, ils vont se toucher, mais ils vont se taper l'épaule, ils vont se taper la jambe, ils vont se taquiner, ils vont toucher le visage, mais vraiment pour un peu provoquer, jouer. Mais c'est plutôt un contact provocateur, mais parfois un peu malaisant pour relâcher une tension, des choses comme ça. C'est fréquent de les voir, c'est vraiment une claque ou une frappe pour s'amuser un peu viril comme ça, un peu. Et c'est arrivé 2 fois cette année, récemment, les 2 derniers mois ici, où à la pause, eh bien, des filles se faisaient des massages. Donc, il y avait 3 ou 4 alignés. C'était à la pause, on fait quelques minutes, et elles se massent réellement. Ou bien pendant la session, il y en a une qui est un peu couchée sur l'autre, ou qui met les jambes sur l'autre. Il y a un côté plus tactile, présent, en douceur, en délicatesse. Enfin, c'est évidemment la phase pubère, mais ça n'empêche que le rapport au tactile entre les garçons et les filles, sans faire des généralités et sans être binaire, c'est pas le propos. Oui, bien sûr. On ne sait pas comment l'enfant va se développer ou quoi que ce soit, mais il y a une grosse différence entre les filles et les garçons. Est-ce que tu vois quelque chose, toi, dans ta pratique par rapport aux hommes ? Qu'est-ce que tu as envie d'en dire ? Alors, c'est quelque chose qui est étudié. Bon, par rapport à ma pratique, il y a une légère majorité d'hommes. Elle n'est pas énorme, on est genre à 55% d'hommes. Il est évident que je considère toute personne trans dans cette catégorie-là, évidemment. Mais donc, on est sur une légère majorité. Ce qui est étudié, c'est la différence de besoins tactiles entre les hommes et les femmes. Et, bon, évidemment, c'est très binaire dans ces études-là, mais c'est quand même assez représentatif. On considère qu'aussi bien les hommes et les femmes en ont autant besoin l'un que l'autre, mais que les hommes y ont moins accès. Alors j'ai envie de dire pour une fois que c'est les hommes qui ont moins que les femmes, et c'est presque remarquable,
Mais voilà, les hommes n'ont pas accès à ça parce que justement, quand il y a du contact tactile, c'est plutôt du contact tactile un peu viril qui manque souvent, et c'est eux-mêmes qui en témoignent, de cette douceur et de cette bienveillance. Donc oui, il y a une iniquité entre les hommes et les femmes dans ce cadre-là. Ouais, c'est comme si parfois les hommes ne s'autorisent pas à un toucher de tendresse, par exemple. Non, entre hommes, non. Sinon, tout de suite, on a l'air gay, et ça, c'est la fin du monde, hein, évidemment, on le sait. Non, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de très vrai à ce niveau-là. Et c'est dommage, et c'est bête, et ce serait bien si on pouvait faire évoluer les choses, mais ça prend du temps. Est-ce qu'on pourrait parler, par exemple, de l'aspect hormonal, parce que Tout à fait. les hormones, c'est aussi lié au bien-être. Mhm. Voilà, je te laisse la parole. Ouais. Voilà, si on touche quelqu'un, il se passe quelque chose dans la biologie intérieure, dans ce cocktail hormonal à l'intérieur, et c'est ça qui se joue finalement, quoi. Tout à fait. Donc, ce qu'il y a à savoir, c'est que quand on a un contact tactile qui est bienveillant et qui est consenti, évidemment, on ne parle pas de contact abusif, eh bien, il y a des sécrétions hormonales qui se passent dans notre corps, ce qui veut dire que ça a un impact direct sur la façon dont on va se sentir, voire la façon dont on va se percevoir. Il y a notamment 4 hormones principales qui vont être sécrétées. On parle tout le temps d'elles comme étant les hormones du bonheur. J'aime bien ce moyen mnémotechnique. On parle de sa dose de bonheur, D-O-S-E, dopamine, ocytocine, sérotonine, endorphine. Et c'est assez parlant parce que quand j'ai des gens qui viennent en séance, souvent quand ils viennent, en tout cas la première séance, ils arrivent avec un visage un petit peu perplexe. Et c'est tout à fait normal et je les rassure en leur disant que c'est normal, en se disant mais qu'est-ce que je fous là ? Dans quoi je me suis encore embarquée ? Je vais aller me faire des câlins par quelqu'un que je connais pas, que j'ai à peine eu au téléphone. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Donc les gens arrivent dans cet état-là, encore une fois, parfaitement normal, et ils repartent, il faut que je leur rappelle de lever les pieds pour monter les 4 marches de l'escalier qui sort de mon cabinet. Et ça, c'est la beauté des hormones, justement, c'est que la sécrétion de ces 4 hormones principales et l'impact que ça va avoir sur le niveau de cortisol, eh bien, amène à un état de détente profonde. Ça amène aussi à se sentir plus à l'aise dans son corps, plus connecté avec son propre corps. Ça a l'air assez magique comme ça parce que, entre guillemets, tout ce que je fais, c'est loin d'être le cas, mais si on le voit de l'extérieur, on peut se dire que tout ce que je fais, c'est prendre les gens dans les bras et leur faire des caresses dans les cheveux, quoi. Mais c'est d'une puissance assez importante et ce que j'aime bien dire, c'est qu'en fait, c'est drôle parce que les gens sont défoncés à leurs propres hormones. Oui, à dose physiologique. Voilà, il n'y a que des effets secondaires positifs. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on le sait bien, hein, quand là, tu prends soin finalement du corps et de l'esprit, c'est une question de santé corporelle et de santé mentale, même relationnelle aussi, à un certain degré. Hein. Et on sait bien que quand on a toutes ces hormones, notre état d'esprit, nos pensées, notre manière de penser, nos relations, notre humeur changent. C'est le début d'une mélodie différente, puisque ces hormones vont soutenir probablement une manière de penser différente que si on est en manque, en carence ou en stress ou en... Oui, parce qu'il y a tellement de stress dans la vie, là on revient plutôt au... Ok, chill. Ouais. On apaise tout le système nerveux, parasympathique et sympathique, et puis quelque chose d'autre peut se produire ensuite, quoi. Oui. Justement, quand j'ai commencé la calinothérapie, j'ai eu la volonté de faire un podcast, justement, et j'ai fait un épisode, puis j'ai jamais continué, mais j'ai interviewé une connaissance qui est sexologue, justement, et elle disait qu'un des avantages qu'elle y voyait, c'était potentiellement que les gens qui ont ce besoin, et notamment un besoin romantique ou un besoin de trouver une connexion, d'avoir quelqu'un dans leur vie ou quoi, eh ben ce besoin peut être un petit peu apaisé également et que la personne va potentiellement moins facilement projeter, moins facilement transférer et que tout ça, ce sont des conseils qui sont intéressants, surtout si peut-être il y a un trouble de l'attachement ou des choses comme ça. Ouais, je fais souvent référence aussi à un article scientifique dont le titre de mémoire c'est 237 raisons de faire l'amour et c'est juste sur un échantillon de quelques milliers de personnes. Donc si on faisait sur plusieurs milliards, sur plusieurs siècles, on se rendrait bien compte que c'est complexe et que parfois beaucoup de gens vont vers la sexualité parce que ils apprécient simplement le contact physique, ça les nourrit, la nudité, que sais-je. Mais en fait, ok, il y a le génital ou la sexualité est inclus, mais ce pourquoi ils y vont, c'est pour des sujets de contact tout simple et basique en fait. Comme certaines femmes parfois témoignent, « Ah, mon mec, quand il vient me toucher, c'est une amie qui m'a dit ça récemment, elle me dit, quand il vient me toucher, je sais déjà que c'est pour baiser. » Quoi. C'est ces mots, c'est un peu vulgaire, mais c'était un peu, ok, quand il vient me toucher, je sais déjà. En fait, c'est comme si on touche pas, et puis tout de suite, on touche pour obtenir quelque chose du corps, plutôt que de l'apaiser, d'en prendre soin, d'être au service du corps, plutôt de dire, utiliser le corps pour obtenir quelque chose. Et ce côté, il y a un tel tabou mal-être au niveau du rapport au corps dans notre société, que certaines personnes disent dans leur couple, s'il me touche, c'est ok, on sait que c'est le script vers... Oui, c'est un peu dommage justement que souvent le toucher, qu'il y ait des couples comme ça, enfin, dommage. Je juge pas, mais je me mets à leur place et je me dis,
Ça m'embêterait qu'on me touche juste, entre guillemets, pour s'en servir de préliminaire ou d'indicateur qu'il va y avoir un rapport sexuel, alors que ça peut être justement un joli moyen de témoigner de son affection. Mais là, on peut ramener à la théorie des 5 langages de l'amour, justement, et peut-être que c'est pas du tout un langage de l'amour chez ce partenaire-là, et que c'est juste un langage d'expression sexuelle, et puis voilà. Et en parlant des hormones, ce que j'aime bien rappeler aussi, c'est que c'est connu, mais c'est vrai que le temps que le corps prend à produire les hormones, c'est pas instantané. Ça démarre, mais il faut quelques minutes aussi. Et puis une fois que c'est produit, eh bien en fait la machine est un peu lancée, mais il y a aussi le fait que le sang, c'est une femme qui faisait des prises de sang à la Croix-Rouge. J'avais donné mon sang à la Croix-Rouge, je papote, je suis curieux. Et elle me disait, en général, le sang, il prend environ 3 minutes pour circuler dans le corps, c'est-à-dire entre les capillaires et tous les petits vaisseaux, c'est-à-dire pour vraiment renouveler et dire on a fait tout le tour du corps, ça prend 3 minutes. Donc si on imagine qu'il y a un peu d'hormone qui est produit quelque part, il faut déjà, si on attend juste 6 minutes, le sang aura circulé que 2 fois pour aller nourrir les autres cellules. Je me dis, voilà, être dans le slow, le câlin, prendre du temps de... Je sais pas combien dure une séance, par exemple, typiquement. Mais voilà, c'est pas anodin. Il faut du temps pour se poser, que le système nerveux s'apaise, que les hormones soient produites et qu'elles circulent et nourrissent toutes les cellules. Ben voilà, il faut ralentir pour ça. Alors j'ai 2 choses à dire par rapport à ça. D'une part, il y a des informations qui courent sur Internet en disant qu'il faut 20 secondes pour qu'un câlin soit efficace. Alors ça, je dis souvent aux gens, c'est pas faux. Il y a en effet des choses qui ont prouvé qu'il faut un petit peu de temps pour qu'il y ait des sécrétions hormonales qui puissent commencer. Mais je dis, mais par contre, vous retrouvez dans la rue par hasard un super pote que vous n'avez pas vu depuis 10 ans et vous leur sautez dans les bras, peut-être pas après 10 ans, mais après un petit peu moins de temps. Dans ce cas-là, ça fait super du bien et c'est très agréable et c'est tout à fait euphorisant. Voilà, il n'y a pas eu besoin de ces 20 secondes-là pour que ce câlin hyper intense soit efficace. Mais c'est vrai que on remarque que ça se passe de manière de plus en plus intense, que c'est de plus en plus intense, plus on va prendre le temps de le faire. Et pour répondre à ta question de durée des séances, les séances durent entre 1 heure et 2 heures. Donc on a le temps. Il y a beaucoup de discussions en début de séance, surtout dans le début de la première séance. Sur les séances suivantes, donc en début de première séance, il faut compter qu'il y a à peu près une demi-heure de discussion. Sur les séances suivantes, au début de séance, on est entre 5 et 7 minutes de discussion. Et puis on commence le contact tactile. Mais en fait, ce petit sas de décompression avec un petit check-in au début pour voir comment la personne se sent, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans la vie et tout ça, ça fait déjà partie du travail. Parce que ça permet d'amener la personne à commencer à se détendre, à se mettre dans un état d'esprit où la personne se sent à l'aise et on peut commencer déjà à se connecter humainement en fait. C'est pas la personne arrive et tout de suite bim bam boum, on est couché sur le canapé et dans les bras et ce serait extrêmement abrupt. Non, on prend le temps d'arriver jusque-là. J'ai l'impression aussi que c'est réapprendre un peu un langage subtil, lent, de présence, de rapport au corps. Et c'est comme réapprendre un peu les lettres d'un alphabet avant de pouvoir en faire des phrases. Et il y a aussi la notion de consentement. Est-ce que tu pourrais peut-être développer cet aspect de dire on revient un peu à l'essentiel de certains ingrédients de base, mais avec beaucoup de savoir-faire, parce que ça s'improvise pas. Non. Il y a beaucoup de choses, j'imagine, de subtilité à savoir. Mais ça permet peut-être d'accompagner des gens, de réapprendre, riche de toute l'expérience passée, de redécouvrir un sujet qui paraît évident et de réapprendre peut-être l'alphabet du toucher, de la présence, du consentement. J'ai envie de dire redécouvrir me plaît plus, me parle plus, mais redécouvrir ou découvrir. Parce que de nouveau, on n'est pas égaux par rapport à ça. Il y a des gens qui vont me dire, moi, on m'a jamais pris dans les bras. Souvent, ils ont déjà eu des rapports sexuels, pas tous, il y en a qui viennent et ça n'a pas été le cas. Mais souvent, ils ont déjà eu des rapports sexuels, mais il n'y a pas eu cette tendresse-là. Et donc ça leur fait énormément de bien, évidemment. C'est très apaisant et c'est souvent émouvant et un peu bousculant pour certaines personnes de se retrouver dans des bras bienveillants sans risque de connotation sexuelle, parce que justement, ça peut être un poids psychologique de se dire « Ah, peut-être que la personne aurait envie de plus et de projeter potentiellement les besoins de la personne. » Non, là, on sait qu'il y a un cadre, que c'est tout à fait platonique, qu'il n'y aura rien d'autre que ce contact-là, de pouvoir se dire « Ok, je peux me laisser aller là » et de savoir qu'il n'y a rien d'autre qui va en émaner. Et j'imagine qu'à présent, le consentement, quelque chose qui fait partie de ton quotidien. C'est capital. Bon, déjà, de toute façon, quelqu'un qui vient en séance, a priori, il a envie qu'on le touche. Mais la séance va servir à réapprendre à la personne qu'elle a le droit de veto sur son corps. Comme j'aime à le dire, on est souverain de notre corps et de notre corps uniquement. Ça veut dire que la personne qui est en séance, elle va à chaque fois avoir à décider ce qui se passe ou non sur son corps, mais elle va également pas pouvoir décider ce qui se passe ou non avec le mien.
Parce que le consentement, il y a le mien qui est important également. Et ça, j'essaye d'expliquer aux gens pour que cette nuance-là soit claire. Et je vais leur expliquer qu'on va appliquer une forme de consentement qui s'appelle le consentement demande et attend, qui est traduit en anglais simplement du ask and wait, et où chaque personne va devoir demander avant de toucher, demander est-ce que ça vous ferait plaisir que, est-ce que ce serait agréable que, et en face, la consigne, c'est d'attendre quelques secondes, d'essayer de prendre le temps de ralentir justement comme t'en parlais, et de ressentir quelle est la vraie réponse, et de faire l'exercice de la verbaliser, ce qui n'est pas toujours facile non plus. Mais donc de se dire, ok, est-ce que ça vous ferait plaisir que ma main vienne se poser sur votre épaule ? Ok, je prends quelques secondes pour visualiser, pour intégrer, et ben non, peut-être que ça me ferait pas plaisir ça aujourd'hui ou pas maintenant, et prendre ce temps-là. Et donc je demande aux gens d'essayer, et je leur explique que c'est pas forcément facile, mais que c'est un bon exercice justement, surtout quand quelqu'un me dit qu'il est là, notamment pour apprendre le consentement, eh bien je leur demande d'essayer de le faire envers moi également, et c'est hyper enrichissant. Et ça, c'est quelque chose typiquement qui peut se transposer dans plein d'aspects de la vie quotidienne, et éventuellement qui peut aussi se transposer dans la vie sexuelle et romantique, quoi. De se dire, ok, je décide pour moi, mais uniquement pour moi. C'est très très riche. Qu'en est-il des personnes, justement? Il y a le sentiment de sécurité qu'on est touché, mais il y a des personnes qui n'ont pas l'habitude d'être touchées, qui n'ont jamais été touchées de cette manière-là, et qui, après quelques instants, peuvent ressentir peut-être l'éveil d'une émotion, d'un traumatisme, ou se sentir mal à l'aise. Les premières secondes sont peut-être bien, et puis des choses émergent, reviennent à la surface. La première chose qui est bien, c'est pleure ma biche, il n'y a pas de souci. Je dis ça avec un peu d'humour, évidemment, mais je veux dire, ça m'arrive qu'il y ait des gens qui pleurent dans mes bras. Mais je leur explique au début, pendant qu'on discute, que c'est une situation qui peut tout à fait se produire, et qu'en fait, elle fait partie du processus si c'est ce qui est juste, et que si c'est ce dont elle a besoin, très bien, pas de souci, allons-y. Si c'est ce qui a besoin de s'exprimer, laissons à cette émotion la possibilité de s'exprimer. Je suppose que tu connais cette théorie-là, c'est qu'une émotion, il faut lui laisser un peu de place pour qu'elle puisse s'exprimer, et que c'est comme ça la façon la plus efficace de faire en sorte qu'elle se calme, qu'elle s'apaise. On lui laisse de la place, plutôt que d'essayer de la réprimer. Elle s'exprime, et ça passe. Et ça passe, le train passe. Et donc ça m'arrive d'avoir des gens qui s'effondrent en larmes dans mes bras, mais qui vont aussi, par exemple, certains, ils vont demander un peu de temps, un peu de distance, très bien, on le fait. Puis d'autres, ils vont me serrer d'autant plus, comme si j'étais une grande peluche. Très bien, faisons. Et du coup, je serre avec, et on leur amène ce cocon où ils peuvent tout d'un coup laisser passer ça. Et c'est quelque chose qui va arriver, par exemple, en cas de séparation difficile. Si les gens vivent une séparation, là, tout d'un coup, retrouver du contact tactile qui n'est pas avec le partenaire qu'on a en face habituellement, c'est déjà impressionnant. Ça peut ramener à des choses qui sont pas faciles dans cette séparation, mais ça permet de faire circuler, et c'est hyper chouette. Et puis il y a aussi tout un tas de personnes qui viennent en séance et qui ont vécu des abus, qui soient physiques ou émotionnels, ou psychiques plutôt. Et dans ce cas-là, la séance, ça peut aussi être un moment beau, ça peut être très confrontant pour certaines personnes, mais parfois passer par une petite phase d'inconfort par laquelle on consent de passer, évidemment, il n'y a rien qui est forcé là-dedans. Ça peut permettre d'aider à aller vers l'avant. Ça peut être très très riche. Merci. Je t'en prie. Quand on parle contact, on peut imaginer genre un contact même en doudoune d'hiver avec des grosses couches, parce qu'il fait froid, on est là, et puis c'est super chouette avec des grosses couches. Puis on peut imaginer plus dénudé, parce qu'on est en été, il fait chaud, on est juste en t-shirt. Ouais. Mais il y a aussi genre en sous-vêtements, ou bien le peau à peau, Oui. ou bien la nudité. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais dire que tu trouves qui serait intéressant de mentionner sur la calinothérapie, ta pratique, ou comment tu abordes ça? Alors je dis toujours aux gens de venir habiller d'une façon qui leur soit confortable physiquement et émotionnellement. Donc ça m'arrive qu'il y ait des gens qui se baladent avec leur pyjama préféré, et c'est super. Je demande juste de respecter un minimum d'un t-shirt et d'un short. T-shirt qui va couvrir les clavicules et les épaules. C'est une tenue assez androgyne, on va dire, assez neutre, et ça permet justement de laisser la plupart des doutes ou des potentielles arrière-pensées au placard. Les gens sauront jamais, j'ai toujours les clavicules couvertes, je suis une grande femme et je suis ronde. Si je commence à porter un débardeur, les gens vont tout de suite avoir l'impression d'avoir la tête sur mes seins. Ça va amener à des conceptions, des idées, des projections. C'est normal, c'est naturel. Mais l'idée, c'est pas de les amener par là.
Et puis, quand il fait chaud, mon studio est en rez-de-chaussée enterré, donc déjà, il fait toujours 24 max dans le studio, ça c'est très agréable. Et puis, sinon, il y a un ventilateur, mais voilà. Mais on garde ce minimum-là pour pouvoir, dans la mesure du possible, garder ce côté tout à fait platonique et où on ne va pas projeter d'autres pratiques éventuellement, on ne va pas s'imaginer d'autres choses, le moins possible en tout cas. Ça n'apporte rien d'autre par rapport à tous les bienfaits qu'on a mentionnés déjà, sécurité, présence. Finalement, ça rajoute plein d'autres paramètres que de dire, simplement ça va habillé. plus compliquer les choses. Si on commençait à faire du pot à pot ou d'être complètement nu mais platonique, ça compliquerait juste terriblement les choses. Sans doute qu'il y aurait quelques bénéfices, mais ça me semble juste se compliquer la vie inutilement. Alors qu'en étant dans cette tenue-là, on y arrive quand même et qu'on a quand même assez de contact et qu'on a quand même assez de peau à peau que pour que ce soit efficace, quoi. On s'est rencontrés, entre autres, au salon Envie d'aimer. Envie d'amour. Envie d'amour, Envie oui. d'amour. À la Louvière, à la Lou Expo, Mm-hmm. le salon de la Vic, qui est très connu en Belgique. Et donc, c'était un salon dédié aux personnes en situation de perte d'autonomie et donc d'handicap, de différentes formes. Mais je sais que c'est un public qui tient à cœur. Ouais. Est-ce que tu peux en parler peut-être ? J'ai tout de suite voulu réfléchir ma pratique la plus inclusive possible. Et ce qui est rigolo, c'est que j'avais envie de contacter une association qui fait de l'accompagnement sexuel pour personnes en situation de handicap, qui s'appelle Aditi. Il y a Aditi en Wallonie et Aditi à Bruxelles. Et un jour, je reçois un coup de fil, mais donc c'était sur ma to-do list, quoi. Et un jour, je reçois un coup de fil d'un monsieur qui s'appelle Alain Joret et que je salue très chaleureusement. J'adore Alain. Et il me dit, voilà, je suis partie d'Aditi. Et je fais, ah oui, n'essayez pas de m'expliquer, il n'y a pas de souci, je vois très très bien qui vous êtes sur ma to-do list des gens à appeler. On commence à parler, à sympathiser, on s'est rencontrés plusieurs fois, donc avec Alain et Pascal Van Ransbeek, qui est l'autre partenaire sur Aditi Bruxelles, enfin Wallonie-Bruxelles. Et le courant est tout de suite bien passé, donc j'ai commencé à donner des petites formations chez eux, parfois à suivre des formations avec eux, avec leurs accompagnants sexuels. Et c'était important pour moi vraiment d'avoir une pratique la plus inclusive possible. Alors c'est pour ça que notamment je me déplace pas, sauf en cas de handicap. Parce qu'hélas, j'habite dans une vieille maison 1930 bruxelloise et que je peux pas enlever les escaliers qui sont à l'entrée et je n'ai pas de solution pour installer une rampe chez moi. Donc il a fallu réfléchir un petit peu plus loin à comment est-ce que je pouvais rendre ma pratique accessible dans le cas d'un handicap moteur dans ce cas-là. Et c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. J'ai 2 anecdotes extrêmement parlantes de choses qui se sont déroulées sur les salons de la Vic. Premier salon que je fais, où là, en termes d'accessibilité, vraiment, c'était une galère parce que j'avais pas encore de matos, je débutais à peine, j'avais pas encore constitué de quoi avoir un stand correct. Et alors, mon stand, c'était un peu la honte quand j'y pense maintenant, mais c'était un matelas par terre. J'avais pas d'autre solution. J'ai une dame qui vient et qui a une sclérose en plaques. Et qui me dit non, je suis quand même capable de faire quelques pas et je veux les faire, je veux pouvoir être sur le matelas, je veux pas qu'on me câline dans ma chaise. Très bien. Donc on l'aide à s'installer dans le matelas. Je la touche à peine qu'elle s'effondre. Elle s'effondre en larmes, mais c'est un torrent, quoi. Et elle me dit, mais vous savez, depuis que j'ai eu mon diagnostic, plus personne ne m'a touchée comme ça. Donc toute cette vie intime, romantique, sexuelle ou même amicale, elle s'est envolée. Et c'est quelqu'un qui en plus a connu ça. C'est très très confrontant. Et j'ai un autre exemple comme ça d'une institution qui vient sur le salon. Et ils sont plusieurs à vouloir s'inscrire. Et l'éducatrice me dit, bon, j'en ai un qui veut s'inscrire aussi, mais j'ai l'impression que c'est plus un effet de mode parce qu'il voit les copains s'inscrire. Il parle pas, il est très autiste, il n'a pas du tout accès à la parole. Je suis pas sûre qu'il ait compris le concept et il se peut qu'il réagisse violemment. Bon, moi je n'ai pas à refuser cette personne-là, surtout que je suis au courant et que, en soi, la personne n'a rien fait d'inapproprié. Donc, on va tester. Donc, je commence ce petit moment câlin dans mon stand et ma foi, ça se passe de manière, pour moi, tout à fait normale. La personne se détend. Il y a les yeux fermés, le visage qui commence à suivre les caresses. Une séance tout à fait, un petit moment câlin. Pour moi, juste joli et normal, je me retourne vers l'éducatrice à la fin de la séance, mais elle est complètement bouleversée. Elle me dit, je ne l'ai jamais vu comme ça, alors que ça fait des années que je travaille avec lui. Des années qu'on essaye d'avoir des approches du bien-être et qu'il n'y a rien pour lequel il est aussi réactif que ça. Et tout ça, ça ne peut que conforter dans l'idée que le contact tactile est extrêmement important et qu'il faut, même pour les personnes en situation de handicap, le mettre à disposition. Parce qu'en fait, le handicap ne change pas, en tout cas à ce niveau-là, nos besoins. Nous sommes des personnes qui avons besoin de contact tactile, qui avons besoin de cette connexion humaine. Et il faut pouvoir trouver des solutions pour le mettre à disposition. C'est vrai que
sans faire des généralités, parce que les besoins, l'histoire est différent pour chacun. Mais c'est vrai que les personnes en situation de handicap parfois témoignent que le contact est fort médicalisé. Tout à fait. Et donc il y a beaucoup de conscience qui est mise aujourd'hui à changer un peu la situation, mais il y a un besoin d'être touché, tout autant que peut-être les personnes seniors ou plus âgées dans les homes ou autres, ou peut-être c'est un public aussi pour toi. Alors j'ai essayé, c'est un public que j'abandonne pas, j'ai toujours envie d'y aller. C'est plus complexe, je dirais, parce qu'il y a une pudeur qui est tout à fait différente. Donc c'est un public qui est un peu plus mal à l'aise, je dirais, en général. Mais néanmoins, oui, il y a un besoin. Donc j'ai créé une formation sur la câlinothérapie. J'ai plusieurs intervenants ou consultants dans cette formation. Il y en a un qui est spécialisé sur le contact tactile et la solitude, qui est le professeur Corey Floyd, qui est à l'Université d'Arizona, et qui dit très justement que selon lui, les deux populations les plus en manque de contact tactile, c'est les personnes âgées et les adolescents, mais qu'ils ont des besoins différents. Et que chez les personnes âgées, c'est d'autant plus difficile de répondre à ce besoin-là, qu'il y a justement cette pudeur, c'est un mot très fort et qui est triste hélas, mais ce dégoût de la personne âgée et de la peau de la personne âgée. Souvent, les gens transmettent ça, que c'est quelque chose qui les rend mal à l'aise d'aller toucher ces personnes-là. C'est dommage. C'est injuste, mais on peut comprendre, mais c'est pas juste, et il faudrait pas que ce soit le cas. Mais donc oui, il y a un besoin aussi chez la personne âgée, tout à fait. Ça me fait penser qu'on ne peut pas toucher un corps sans toucher l'esprit, l'âme, enfin qui est la personne, on va dire sa psychologie, son mental. Et l'un amène l'autre, en fait. Prendre soin du corps, c'est prendre soin de la santé mentale et relationnelle à la personne et vice-versa. Et que, comme par exemple les ados, moi je travaille davantage avec les ados que les seniors, mais j'ai aussi des clients seniors. Ne pas être touché, ça génère un stress. Et alors que toucher, ça apaise. C'est tellement du b.a.-ba dans le langage, on va dire, biologique, mais psychocorporel. C'est vrai que de se rendre compte à quel point certains ados ou seniors sont vraiment, peut-être, on pourrait les voir un peu comme cette personne autiste, les voir d'une certaine manière. Et puis quand on découvre qu'en fait, le contact, le toucher leur apporte tant de bien-être, on découvre une autre personne finalement, une autre expression de la personne. C'est la même personne, mais on lui apporte quelque chose. Peut-être que sans savoir le nommer ou le comprendre ou l'identifier, ça fait du bien et on voit enfin une personne s'épanouir autrement. Oui, tout à fait. Comme c'est un podcast ouvert, long format aussi, est-ce qu'il y a un sujet qui te ferait plaisir à aborder ? Il y en a plein évidemment. Il y en a plein, c'est difficile à choisir. J'ai une petite liste à côté de moi et je regarde et ça me semble assez difficile à choisir. S'il y en a un qui me touche particulièrement, d'autant que là on enregistre et c'est la semaine de la Pride, ici à Bruxelles, eh bien c'est le fait que justement j'ai voulu être la plus inclusive possible et évidemment que ça inclut aussi les personnes LGBTQIA+, qui font partie intégrante de la communauté, des gens qui viennent me voir. Et je trouve ça extrêmement important. Je pense notamment aux personnes qui sont en situation de transition. Alors, je suis un peu nulle en politiquement correct, donc peut-être que je ne vais pas formuler les choses exactement comme il faudrait que ça soit formulé et je présente mes excuses en avance. Mais voilà, quand on a quelqu'un qui est en transition, par exemple, et qui se trouve en état de dysphorie, ça va être extrêmement compliqué pour la personne. Avoir un espace dans lequel on peut, en toute sécurité, recevoir du contact tactile sur un corps qu'on a potentiellement parfois du mal à accepter dans l'état dans lequel il est au moment, à l'instant T, c'est très apaisant également et ça peut être très réconfortant. Ça peut être très confrontant également, évidemment, ça dépend des gens et de là où ils en sont dans leur parcours de vie. Mais ça peut être extrêmement enrichissant et de se sentir accepté et d'aider à accepter son corps tel qu'il est pour le moment et ce vers quoi il va, quoi. C'est vrai qu'on sent vraiment le métier de cœur, en fait. C'est un métier qui touche au cœur. On sent que tu es animé par ton corps et qu'en fait, toucher, rencontrer quelqu'un, l'accepter, l'honorer, ça fait partie de ta pratique, quoi. On le sent vraiment, peu importe, en fait. Voilà. Peu importe l'âge, l'orientation. Oui, c'est ça. C'est très important et ce que j'explique souvent, c'est que la seule raison pour moi de refuser quelqu'un, parce que ça peut arriver, mais ça va plutôt être de l'ordre de est-ce que je suis capable ou pas de l'aider et est-ce que la personne va avoir un comportement adapté. C'est rarissime que ce soit pas le cas, mais ça pourrait arriver. J'ai pas de souvenir comme ça, mais ça pourrait arriver. Et dans ce cas-là, on peut peut-être choisir d'orienter soit vers un autre praticien, parce que peut-être que c'est juste humainement où ça n'accrocherait pas, mais encore une fois, j'ai même pas d'exemple en tête parce que c'est tellement rare, ou alors d'orienter vers une autre pratique, parce que peut-être que le besoin est autre. Donc dans ce cas-là, aller voir quelque chose qui est plutôt de l'ordre du travail du sexe ou du tantra, de certaines couleurs de tantra. Je les connais pas par cœur, mais je sais qu'il y a certaines couleurs qui peuvent être plus sexuelles. Dans ce cas-là, peut-être que c'est plus approprié.
que ça correspondrait plus aux besoins. Parfois, oui, la calinothérapie ne va pas nécessairement correspondre aux besoins et dans ce cas-là, il vaut mieux orienter vers ailleurs. Mais oui, j'ai envie d'accueillir les gens et de les recevoir tels qu'ils sont. Moi, en tout cas, en tant que sexologue, j'ai presque envie de dire que c'est une question de santé, d'hygiène de vie, tu vois, de redécouvrir, comme tu dis, le toucher à travers quelque chose qui est... Voilà, on enlève les enjeux d'une relation, de sentiments amoureux, de relations amicales ou autres. Voilà, on va avoir un ou une professionnelle qui a plein de talent pour le faire, qui est éveillée sur plein de subtilités sur lesquelles on peut trébucher si on n'est pas formé. On essaye, oui. Et de se dire, s'offrir ça comme un cadeau qu'on se fait, aussi simple soit-il, c'est encore peut-être... j'ai l'impression que c'est assez classique de dire, on va offrir un massage à quelqu'un. La calinothérapie est un peu émergente. Je me demande d'ailleurs comment la calinothérapie évolue. Est-ce que tu la vois évoluer ? Ou toi, dans la pratique, tu vois des évolutions ? Ou bien... C'est une question générale que j'ai. Mais pour moi, je recommande chaudement l'expérience de la calinothérapie à tout un chacun. Que les gens soient célibataires, en couple ou mariés ou que sais-je. Les jeunes, les ados, il y a tellement de bienfaits. On parle juste à un humain et de l'accueillir de manière platonique comme ça en disant ton corps, prenons-en soin, quoi. Alors je dirais que la pratique est encore un peu trop jeune que pour voir vraiment une évolution. En tout cas, dans mon cabinet. Mais je remarque un truc. J'étais toute seule et je ne le suis plus. Ça, c'est quand même déjà une évolution importante. C'est dû notamment, mais pas que, au fait que j'ai créé une formation parce que quand j'ai commencé, il n'y avait pas vraiment de référence en français. Il n'y avait pas vraiment moyen de se former en français. Ou alors c'était en France, ou alors c'était en ligne. Et moi, je voulais pouvoir offrir une formation qui soit assez holistique et dans une approche où on va avoir de la théorie qui, j'enseigne la théorie en ligne parce que ça, il n'y a pas besoin qu'on soit face à face, donc je l'enseigne dans des cours en direct qui sont donnés en ligne. Et puis on a aussi des week-ends de rencontres en présentiel dans lesquels on a des exercices et où les futurs praticiens pratiquent l'un avec l'autre. Donc jusqu'à il n'y a pas très longtemps, j'étais toute seule en Belgique francophone. Il y a eu avant moi quelqu'un qui en a fait mais qui n'était plus actif. Et maintenant, j'ai la chance d'avoir des anciens élèves qui rejoignent le peloton, donc ça c'est assez chouette. En France, il commence à y avoir des choses qui se mettent en place également. Je forme en francophonie européenne. Donc j'ai des élèves français, je pourrais avoir des Suisses et j'aimerais bien pouvoir aussi former au Canada et en Afrique, essayer d'être le plus large sur la francophonie et dans d'autres pays francophones, mais chaque chose en son temps, évidemment. Mais donc c'est chouette parce que je vois qu'en France, il y a des choses qui commencent à se faire. Parfois, je me rends compte qu'il y a un nouveau calinothérapeute aux Pays-Bas, en Allemagne, quelqu'un qui se lance, et je connaissais pas ça avant. Il y a un autre concept aussi qui commence à voir le jour en France notamment, qui s'appelle la papouille-thérapie. Ils appellent ça comme ça, je trouve ça très rigolo comme nom. Évidemment qu'aussi bien calinothérapie que papouille-thérapie, il y a, il me semble en tout cas pour papouille-thérapie, petite notion d'humour dans le titre. Il y a un moment où il faut rester un petit peu les pieds sur terre. Mais néanmoins, là, il papouille avec plein d'accessoires, des brosses, des pinceaux, des sortes de grands ongles qu'on rajoute et qui permettent de faire plein de gousi-gousi. C'est hyper rigolo. J'ai moi-même essayé de le faire, mais ça ne m'a pas plu en tant que praticienne de donner ça. Mais les gens étaient aux anges, c'était très très chouette. Donc oui, il y a de plus en plus de choses qui se font et c'est chouette. Il y a des options qui arrivent. Néanmoins, on remplit pas les doigts d'une main quant au nombre de praticiens et d'options. Mais il y en a de plus en plus. Et donc, si je comprends bien, s'il y a des auditeurs, des auditrices qui souhaitent faire appel à tes services pour des formations à l'étranger, tout à fait, en Europe ou ailleurs, je suis là. Bienvenue. Tout à fait. Ça m'est déjà arrivé de faire des budgets pour, je crois que c'était Madagascar ou le Canada. Ça se fait tout à fait. Excellent. On sème des graines. Yay! On espère que la récolte sera belle pour tout le monde. Merci. Parce que tout le monde est gagnant à la fin. Merci. Eh bien, si entre auditeurs, il y en a qui ont envie justement de se former, vous pouvez aller voir sur le site web écoledecalinothérapie.com et donc vous avez toutes les informations concernant l'école, le programme, la façon dont c'est organisé. Voilà, ça c'est pour l'école et j'ai aussi un site web pour mes consultations. Et donc je propose d'écrire tout ça dans l'article écrit. Oui, tout à fait. Parce que le podcast est toujours joint à une page et du texte, donc on mettra les coordonnées de contact. Super. Qui convient et qu'on peut mettre à jour quand on veut, ce qui est pratique. Tu as eu la gentillesse de me proposer de regarder un petit peu, de réfléchir à quelle thématique je voudrais aborder. Et j'ai demandé à mes anciens élèves justement ce qu'ils en pensaient et j'en ai un qui en a parlé, qui a répondu et j'ai envie d'honorer son idée parce que je trouve ça intéressant. C'est que ça permet d'avoir du contact tactile, ça on l'a vu dans un cadre pleinement sécurisé et qu'hélas, il y a des options de contact tactile qui ne sont pas toutes sécurisées. Alors, je fais pas de généralité, évidemment que chaque praticien est différent, chaque école avec un grand E a évidemment des pratiques différentes. Mais je sais que dans certaines pratiques du bien-être, il y a des choses qui s'apparentent peut-être plus au travail du sexe,
ou moins au travail du sexe, ou alors des praticiens qui ont une éthique différente, un code de déontologie différent, ou potentiellement un code de déontologie manquant. Et que c'est important pour moi et pour mes élèves d'être justement sur une pratique qui est très solide et très sécurisée à ce niveau-là. Parce qu'on veut pouvoir travailler avec des personnes qui ont peut-être des fragilités, qui ont peut-être un passé qui n'est pas forcément facile. Et les accepter dans un cadre sécure, c'est extrêmement important à nos yeux. Et c'est pour ça qu'on a un code de déontologie qui est consultable, que les gens peuvent aller voir, que chaque personne qui vient en séance va signer, mais vraiment sur papier, un document qui s'appelle les conditions de service et qui reprend tout ce qu'est et ce que n'est pas la calinothérapie, en quoi est-ce qu'elle peut ou pas aider, ce qui est acceptable ou pas de la part du client ou de la part du praticien, de sorte à ce que tout ça soit le plus cadré possible et que quelqu'un qui arrive en séance sache qu'il est en sécurité. Et ça, c'est extrêmement important à nos yeux à tous. Merci. Je t'en prie. Effectivement, dans le cadre, on a déjà parlé de ça. Aussi le tantra, parfois il manque de cadre dans le tantra, parce qu'il est parfois très grand. En fait, ça laisse tellement de degrés de liberté. Et puis en fait, le cadre est fluctuant ou flou ou grandement variable d'une fois à l'autre. Et c'est vrai que parfois les gens vont vers une pratique, que ça soit faire appel à quelqu'un qui est travailleur ou travailleuse du sexe ou tantra ou autre, où le besoin peut être davantage le toucher, le tactile, platonique, et que ça suffit peut-être déjà largement et qu'on peut complémenter aussi, d'avoir un cadre très précis. Je trouve que j'ai envie de te féliciter, même si c'est du b.a.-ba de déontologie et d'éthique, c'est évident, mais c'est vrai que maintenir ce cadre, c'est fondamental. Tout à fait. Et alors moi j'ai une question pour toi, du coup, en retour, avec ton bagage de sexologue, quel type de profil penses-tu pouvoir bénéficier de la calinothérapie ? Qui est-ce qui pourrait potentiellement être impacté positivement par la calinothérapie ? Moi, en premier lieu, je pense aux hommes. Oui. Je te rejoins là-dessus. On a tous ces besoins-là, mais je pense que ça pourrait faire énormément de bien aux hommes de se poser sur un rapport au corps différent, voir les choses différemment, les ressentir, les expérimenter autrement. J'ai l'impression que beaucoup d'hommes sont certainement en manque de toucher et que ça ne doit pas nécessairement venir de quelqu'un en particulier ou d'un partenaire ou d'un époux, enfin que sais-je. Mais je pense aussi peut-être aux personnes gays aussi. Je suis très en lien avec la communauté LGBT, QIA+. J'éveille l'idée de me dire peut-être qu'il y a beaucoup d'hommes gays à qui ça pourrait faire du bien. Parce que un des prochains podcasts, c'est sur le chemsex. Parce que parfois, il y a même des clichés qui sont parfois encore là. Il y a l'homme qui est actif et passif, et ainsi de suite, et qui a parfois une notion de tout ou rien, ou d'intensité, ou de posture, ou finalement, en fait, déjà juste le besoin d'être touché, ça peut faire du bien. Alors, il y en a qui se le permettent, chacun a une histoire différente, mais je pense qu'effectivement, peut-être que ça pourrait parler beaucoup, et du fait que tu es ouvert à cette communauté, tu es vraiment, dans le jargon, on dit LGBTQIA+ friendly, pour se comprendre ce qu'on veut dire. Voilà, mais dire, tout le monde est le bienvenu, et qu'en fait, on est face à un humain, mais je pense que ça pourrait peut-être toucher certaines personnes de ces communautés, effectivement. Je pense que les personnes qui sont en recherche aussi de mieux comprendre, par exemple, la notion de consentement, de rencontre du corps, le slow sex, ils sont intéressés par quelque chose qui est au-delà d'un porno mainstream qui est très connu et autres, dire tiens, la sexualité, j'ai envie de la revoir autrement et de revenir à du b.a.-ba, et des gens qui sont en cheminement, de se dire qu'est-ce qui existe d'autre. Et on pense pas nécessairement à la calinothérapie parce qu'on dit on n'est pas dans la sexualité puisque c'est platonique, mais justement parfois c'est en l'enlevant qu'on comprend mieux ce que c'est. Ah non, on sait pas c'est quoi dormir, mais empêche-toi de dormir, tu verras c'est quoi dormir, tu vas mieux dormir. Donc parfois c'est en sortant justement du sujet, parce que parfois les gens sont assez orientés, j'ai un problème ou j'ai un besoin ou il faut parler sexo, alors que parfois s'autoriser une expérience comme là, plusieurs sessions de calinothérapie, parce que je pense que les bienfaits ça vient avec plusieurs sessions, évidemment c'est d'autant plus, ça peut être intéressant de se poser éventuellement, mais ce qui me vient en tête c'est justement de ralentir pour mettre plus de conscience dans l'esprit, plutôt slow sex et consentement, ça peut aider beaucoup aussi. C'est des moyens simples, pragmatiques, c'est pas de la théorie. On passe par la pratique, ça passe par le corps. Donc je pense que ça fait des transformations d'autant plus puissantes et belles et profondes, intimes et personnelles. Parce que quand on touche, c'est soi qui sommes touchés. On va pas parler de ce que les autres pensent ou disent ou ressentent. Non, c'est moi vis-à-vis de moi. Je suis souverain, je suis dans mon introspection et authenticité. Et je pense que ça peut apporter beaucoup de choses de soi à soi. De le faire aussi d'une démarche. J'ai envie de mieux me connaître en fait. Ça peut être super beau. Par contre, je me posais la question, tiens, si des couples te contactent, qu'est-ce qui se passe ? Alors, c'est tout à fait opportun. Il y a d'ailleurs une page dédiée à ça sur mon site web. Dans ce cas-là, il y a deux options. Soit on fait plutôt un coaching sur qu'est-ce que c'est le contact tactile, quels sont les besoins des deux partenaires dans le couple et comment est-ce que l'un et l'autre, comment est-ce qu'on peut arriver à faire que l'un et l'autre entendent le besoin de l'autre et essayent de faire un effort, j'ai envie de dire, c'est pas le bon mot, mais pour aider à pouvoir satisfaire ce besoin.
il y a aussi la potentialité de faire ce câlin tout à fait platonique et sécurisé, mais à 3. Et ça peut être très très chouette aussi. Je sais qu'aux États-Unis, il y avait un couple comme ça fait longtemps que j'en ai pas entendu parler, mais c'était le cuddle couple, donc le couple qui câlinait. C'était un client et les deux du couple autour, de nouveau dans un cadre très sécurisé et où le couple n'est pas en train de vivre un moment intime entre eux deux, évidemment, c'est pas ça. Mais ça peut être très intéressant et très apaisant et très constructif pour le couple qui viendrait. Un autre élément qui me vient à l'esprit en échangeant comme ça, c'est aussi les parents solos. Oui. De dire, en fait, C'est on a vrai. un tel impact sur le bien-être de notre enfant, mais on doit d'abord prendre soin de soi et que parfois on Tout est à en fait. manque. C'est vrai que c'est investir dans une relation. Déjà, on a la chance ou pas de rencontrer à un moment donné des gens qui nous correspondent. Parfois, voilà, le contexte, on rencontre pas les gens, mais construire une relation, c'est de l'investissement, c'est quelque chose de profond. Parfois, voilà, c'est pas évident et on est parfois parents solo, volontairement ou involontairement, je dirais. Et qu'en fait, ça pourrait faire tellement du bien de dire, en plus, la sexualité manque. On pourrait dire ça pour certaines personnes, sexualité Certains, ouais. partenaire plutôt que solo. Et dire, mais tous les parents solos, ça pourrait être tellement beau de s'offrir en fait une Ce calinothérapie. type de moment, oui, tout à fait. J'ai rien d'autre à ajouter à ce que tu viens de dire, mais c'est tout à fait vrai. C'est tout à Et fait après, juste. justement, comme c'est des parents solos, ils peuvent faire des petits, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils peuvent, eux, se comporter différemment peut-être avec Oui. leur enfant, qu'il soit garçon ou fille, ou que sais-je, l'orientation aussi. Mais voilà, de propager en fait Oui. un état de conscience. Et de lié au propager l'éducation au consentement qui est inhérente à la pratique de la calinothérapie. Et ça, c'est aussi tout bénef, quoi. Il y a des parents qui sont très mal à l'aise à savoir comment je touche mon enfant. Ils voudraient, mais ils n'ont pas les Ouais. codes, les outils. Peut-être que la calinothérapie peut apporter énormément aux parents qui se disent « Ok, mon enfant a tel ou tel âge, 5, 6, 7, 10 ans, j'en sais rien, 15. Qu'est-ce que je peux faire ? Je pouvais le toucher quand il était bébé. Maintenant, par pudeur, par gêne, par inexpérience ou non-savoir, c'est dommage de finalement créer une distance alors que le cœur ne souhaite pas une distance et que ça peut être très sain et le cadre peut être tellement bienveillant et clair. Ça pourrait être très chouette, je trouve, pour les parents. Alors évidemment, en tant que sexologue, je parlais du pot à pot tout à l'heure, et aussi dans cet univers du contact, une érection, ça peut venir quand ça veut, parce que c'est les systèmes parasympathiques qui réagissent. On ne décide pas, comme on lève la main, d'avoir une érection dans un corps masculin ou féminin. Qu'est-ce qui se passe s'il y a une érection ? C'est absolument pas grave. C'est quelque chose que j'aborde avec chaque personne qui vient me voir, que la personne soit porteur d'un pénis ou pas, parce qu'en effet, il n'y a pas que les hommes qui vivent des excitations sexuelles, enfin que les personnes qui ont un pénis, mais c'est tout à fait acceptable. Comme j'aime l'expliquer, toutes les émotions sont acceptées, tous les comportements ne le sont pas. Et je fais un parallèle entre l'excitation sexuelle et le fait que je le considère là comme une émotion. Il y a le corps qui exprime quelque chose. Mais parfois, c'est aussi simple que les tissus qui frottent contre ma peau, et du coup, ça vient susciter cette réaction corporelle-là. Ça ne veut pas forcément dire qu'on a, vulgairement dit, envie de baiser la personne qui est en face. Et quand bien même ce serait ça que ça veut dire, comme la personne a tout à fait compris que le cadre était ce qu'il était, eh bien, c'est aucunement problématique. Je dis aux gens, moi, ça m'arrive de voir des bosses dans le pantalon ou de sentir qu'il y a quelque chose qui se joue. Mais tant que la personne ne change pas, ne shifte pas l'intention de la séance, il n'y a absolument aucun problème. Aucun. En plus qu'on ne peut pas savoir à l'avance. Certaines personnes, dès qu'elles se détendent, genre sieste ou autre, elles Oui. peuvent avoir très vite une érection, Oui. ou bien simplement on peut avoir des zones érogènes ou stimulation, de dire ah bah tiens, si on me touche là et là en même temps, en fait il y a une détente et peut-être qu'une érection peut arriver Exact. parce que justement on se sent touché sur le côté de la cuisse plus l'épaule et puis peut-être qu'il y a une réaction naturelle d'une connexion de zone, je vais pas dire érogène, mais en tout cas plus sensible qui active et on n'en est pas maître. Tu vois, c'est le corps qui a son propre langage Tout et à son fait. propre rythme. Une érection peut arriver, c'est pas grave, c'est juste un réflexe. Voilà, Merci Madeleine. avec plaisir. Je te propose de faire une clôture, Clôturons. de terminer souvent par une gratitude. Ok. Et puis par le mot que tu souhaites, évidemment, pour honorer ce moment qu'on a passé ensemble. Des gratitudes, j'en ai deux. Quelque chose dont j'ai l'habitude de parler parfois sur les réseaux sociaux de ma boîte, Calino BXL, c'est que je suis quelqu'un qui a des troubles dépressifs chroniques et que je viens de passer une crise assez violente et que ça va mieux. Et alors donc j'ai de la gratitude envers toutes les personnes qui ont été là, professionnelles ou amicales. J'ai de la gratitude envers la chimie qui m'aide aussi à m'en sortir, on va pas se mentir. Et le fait que je tiens bon. Donc ça c'est très chouette. Et une autre gratitude que je voudrais adresser, c'est à quelqu'un dont j'ai déjà cité le nom aujourd'hui, qui est Alain Joret, qui est quelqu'un que je vois hélas un petit peu trop peu, je trouve. Ça me fait penser qu'il faudrait que je le contacte. Mais qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier pour travailler avec les personnes en situation de handicap, et ce qui est quelque chose que je trouve juste important et beau. Et donc, merci Alain et merci à Aditi pour le travail que vous faites et ce chouette partenariat qu'on a ensemble. Et puis, merci à toi et à ton ingé son de nous recevoir aujourd'hui. C'est vraiment très chouette. Merci. J'en profite aussi pour faire un clin d'œil à Alain Joret. On s'est croisés régulièrement. C'est vrai que
quelqu'un de fabuleux, avec Pascal Super. aussi. Oui. Merci à Michel de Podcast Factory Or qui nous permet d'être ici présent et d'enregistrer ce podcast. Merci aussi pour ma part à Vincent, parce qu'on a dû chambouler un peu l'organisation des enregistrements ce matin pour plein de facteurs différents. Mais merci à Vincent qui attend en studio pour le deuxième podcast qu'on enregistrera juste ensuite. Et merci à toi d'être venu. Avec grand plaisir. De faire connaître cette pratique. J'espère qu'il y aura beaucoup d'effets positifs pour toi et que les gens oseront te contacter. Même s'ils ne me contactent pas, mais que ça rajoute de l'eau au moulin, de leur réflexion, c'est déjà gagné, quoi. C'est déjà super. Merci à toi. Merci infiniment. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Entre nous. Entre nous, Le podcast Pour parler de sexualité. par vous, Avec vous. pour vous.